Ok, bonjour à tous. Bonjour Isabelle Méjean. Donc on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Donc vous êt professeur à l'École Polytechnique, chercheur affilié au CREST, au CEPR, à l'Institut des politiques publiques, et vous avez reçu le prix du meilleur économiste 2020. Alors aujourd'hui, on est très heureux de vous entendre sur un sujet très important lié à cette crise du Covid-19, c'est l'impact de la crise sur les chaînes de valeur mondiales. Juste avant de vous laisser la parole, je rappelle les règles d'organisation. Donc, si les participants veulent poser des questions, vous pouvez le faire via le chat, ou alors, si vous voulez poser directement votre question oralement, vous utilisez la fonction lever la main de Zoom. Donc, Isabelle, c'est à vous pour votre présentation. Ok, merci, bonjour. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Et hop, là. Voilà, donc j'ai fait juste quelques slides. Effectivement, donc je suis chercheur en économie et je travaille plus spécifiquement sur les questions d'économie internationale et en ce moment beaucoup sur les questions d'organisation des structures productives et de transmission des chocs dans ces structures productives. Donc, ce dont on parle, hein, c'est ce qu'on appelle les chaînes de valeur mondiale, c'est-à-dire une organisation de la production des entreprises qui se passe par des sortes de réseaux d'entreprises. En gros, la fonction de production pour produire un bien final est fragmentée et avec différentes entreprises qui vont s'occuper de différentes étapes de production. Ces différentes entreprises étant potentiellement localisées dans des pays différents. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les chaînes de valeur mondiale. Et voilà, pour donner un exemple, mais je pense que vous connaissez bien, c'est des choses qui sont assez connues, c'est présenté sur ce petit schéma en prenant l'exemple d'un Boeing 787, donc qui est un bien d'une marque américaine, d'une entreprise américaine. C'est un bien très complexe, donc la fonction de production, le mode de production d'un bien comme ça va impliquer plein d'étapes de production qui vont permettre de produire les différents composants du bien qui vont à la fin être assemblés dans un produit qui est américain. Mais ce qu'on voit hein, quand on regarde ce petit schéma, c'est que finalement, les étapes de production ou les parties de l'avion qui sont prises en charge directement, qui sont produites directement par Boeing aux États-Unis, sont finalement assez marginales dans la production du bien. Donc ici, hein, c'est ce qu'on a sur ce petit schéma. On voit que sur le Boeing, finalement, dans les grosses parties, dans les grosses composantes du Boeing, on va avoir juste l'aileron arrière qui est produit par Boeing aux États-Unis et les autres pièces qui sont produites soit par Boeing dans d'autres pays, dans les filiales de Boeing au Canada ou en Australie, ou bien dans des entreprises autres avec Boeing qui va externaliser certaines étapes de la production à d'autres entreprises. Et donc ça, c'est un mode de production qui est assez connu pour certains types de biens, mais qui est assez généralisé dans le secteur manufacturier aujourd'hui. C'est un mode de production qui s'est beaucoup développé. On a la fragmentation des processus productifs a beaucoup augmenté, ce qui veut dire que de plus en plus, c'est un peu difficile de définir quelle est la nationalité d'un bien, parce qu'un bien, c'est la combinaison de valeurs ajoutées qui est apportée par plein d'entreprises différentes qui sont localisées dans plein de pays différents. Donc, dans le cas de Boeing, on connaît ça assez bien parce que c'est une grosse entreprise et qu'il y a plein de cas sur Boeing, mais de manière plus générale, on mesure aujourd'hui une intensification de cette fragmentation des processus productifs et la manière dont on mesure ça de manière plus systématique dans les données, c'est d'essayer de mesurer finalement quelle est la valeur ajoutée domestique dans la production des biens qu'on va produire dans un pays, ou à l'inverse, hein, quelle est la part des coûts qui entrent dans la production d'un bien qui correspondent à de la valeur ajoutée produite à l'étranger. Donc, pour faire ça d'une manière statistique, on utilise ce qu'on appelle des tables input-output. Donc, c'est des documents statistiques qui sont produits par les instituts statistiques de chaque pays et qui vont essayer de mesurer les consommations intermédiaires de chaque secteur de l'économie. Donc, quelle est la part des coûts pour produire un avion qui correspondent à des achats de métaux, par exemple. Et après, on va mesurer quelle est la part de ces métaux qui sont importés de différents pays versus achetés domestiquement.
Donc, quand on utilise ça, on arrive à mesurer finalement quelle est l'exposition, quelle est la part des coûts étrangers dans la production, de la production domestique. Donc, ici, j'ai montré ce que ça donne dans le cas des données françaises. Donc, le graphique de gauche, c'est en moyenne, quelle est la part de mes consommations intermédiaires quand je produis en France qui est achetée à l'étranger. Et donc ça, cette part, elle est autour de 10% en moyenne, avec évidemment beaucoup de variations entre les secteurs, puisqu'il y a des secteurs qui utilisent presque que de la valeur ajoutée domestique, surtout dans les secteurs de services. Et puis dans le secteur industriel, en moyenne, on a des niveaux d'outsourcing beaucoup plus importants et donc une contribution plus importante des inputs étrangers à la production. Donc ça, c'est ce qu'on a directement. Je suis une entreprise, quelle est la part de mes inputs que j'achète directement à l'étranger? Mais ça, c'est une mesure qui est insuffisante de l'exposition aux inputs étrangers parce que quand j'achète, par exemple, du fuel en France, c'est un input qui est acheté domestiquement, mais la valeur ajoutée, la contribution à la valeur ajoutée de ce bien, elle est à la fois française et étrangère puisque le pétrole est produit à l'étranger. Donc, pour vraiment mesurer quelle est l'exposition de la production française à des inputs étrangers, il faut utiliser toutes les tables input-output et calculer à la fois l'exposition directe, donc combien d'inputs j'importe directement et combien j'importe indirectement en achetant des inputs domestiques qui eux-mêmes sont produits avec de la valeur ajoutée étrangère. Donc ça, c'est ce qui est sur le graphique de droite et on voit que, en gros, l'exposition moyenne agrégée de la production française à des inputs étrangers, elle est de l'ordre de 37% en 2014, qui est la dernière date pour laquelle j'ai des données. Et puis surtout, elle a eu tendance à augmenter beaucoup dans les années, entre les années 2000 et 2010. Donc ça, c'est un fait stylisé qui est assez connu. On a eu, à partir des milieu des années 95, une assez forte augmentation de la fragmentation des processus productifs qui vient en partie de facteurs technologiques. Grâce aux nouvelles technologies de l'information, c'est devenu plus facile de gérer des processus productifs qui sont fragmentés. Et puis, c'est dû en partie aussi, évidemment, à la mondialisation, à la libéralisation des échanges et à l'émergence de la Chine dans le commerce mondial. Donc, dernier élément sur ce graphique, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai essayé de différencier quels sont les inputs qu'on achète en Europe et quels sont ceux qu'on achète en dehors de l'Europe. Donc, c'est les deux lignes ici sur ce graphique. Ça, c'est la part des inputs européens. Et ce qu'on voit, c'est que l'augmentation sur la période 2000-2014 de l'exposition française à des inputs étrangers, elle vient principalement de l'accroissement de notre dépendance à des inputs qui sont achetés en dehors de l'Union européenne. Donc ça, c'est au niveau agrégé. Après, on peut... c'est intéressant, donc ce qu'on voit dans les données, c'est que il y a une proportion assez importante des inputs qu'on achète qui est sourcée en Europe, parce qu'évidemment, la France, dans le marché unique, le marché unique offre aux entreprises françaises un marché avec un accès à des inputs à des coûts relativement faibles grâce à la libéralisation des échanges dans le cadre du marché unique. Quand on regarde plus systématiquement au niveau agrégé, ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, les chaînes de valeur européennes sont très régionales, c'est-à-dire que par rapport à d'autres pays du monde, par rapport à d'autres régions du monde, notamment l'Amérique du Nord, quand on regarde quelle est la composante régionale versus au-delà de la région des chaînes de valeur, on trouve que finalement, les chaînes de valeur européennes ont un caractère très fortement régional, sont très centrées sur l'Europe et sur des échanges intra-européens. Alors que pour d'autres régions du monde, notamment l'Amérique du Nord, la composante éclatée des chaînes de valeur est beaucoup plus importante. Les entreprises américaines ont des chaînes de valeur qui impliquent à la fois des pays de la zone, c'est-à-dire le Mexique et le Canada, mais aussi beaucoup plus des pays d'Asie notamment, ce qui fait que les chaînes de valeur américaines ont tendance à être plus éclatées que les chaînes de valeur européennes qui sont très centrées sur l'Europe, l'espace européen.
européen. Et encore une fois, ça tient au fait que l'espace européen, c'est un espace qui est très fortement intégré commercialement et puis qui inclut à la fois des pays riches et avancés technologiquement et des pays d'Europe de l'Est qui ont un niveau de coût du travail qui est plus faible, ce qui permet de fragmenter assez facilement la production entre des étapes plutôt intensives en technologie et des étapes plutôt intensives en travail à l'intérieur de la zone européenne. Donc jusqu'ici, j'ai parlé principalement au niveau agrégé. Après, évidemment, ces questions de chaîne de valeur, elles dépendent beaucoup du type de biens qui sont produits. L'exemple du Boeing au début, c'est un exemple très caricatural parce que Boeing, c'est un bien très complexe à produire, donc il y a des chaînes de valeur qui sont très importantes. Quand on produit d'autres types de biens, cette fragmentation des processus productifs, elle peut être beaucoup plus faible. Évidemment, plus on va sur des biens des matières premières ou des biens très, très peu complexes, plus la chaîne de valeur est finalement resserrée sur un petit nombre d'étapes de production. Donc ici, j'ai mis les résultats, ce que ça donne, cette mesure des chaînes de valeur de l'exposition à des inputs étrangers pour différents secteurs industriels français. Juste pour donner une idée de l'hétérogénéité, on voit des secteurs qui sont très dépendants des inputs étrangers, comme par exemple l'automobile. Et puis, on voit aussi que selon les secteurs, on a un partage entre des inputs européens et des inputs hors Europe qui est très différent. Évidemment, quand on regarde tout ce qui est pétrole, on a une dépendance très importante à des inputs non européens, puisqu'en Europe, on produit très peu de pétrole. Et par contre, dans des secteurs comme l'automobile, on a des chaînes de valeur qui sont beaucoup plus centrées sur l'Europe. L'automobile, c'est un secteur où il y a une offre de constructeurs et d'équipementiers qui est importante en Europe. Et donc, finalement, la chaîne de valeur est assez resserrée géographiquement. Dernière caractéristique de ces chaînes de valeur, c'est le fait qu'elles sont très concentrées. Ça concerne très peu d'entreprises qui sont de très, très grande taille. Et donc ça, c'est une caractéristique qui est importante, mais qui est difficile à mesurer parce que ce que j'ai fait jusqu'ici, quand on utilise les tables input-output, qui est un peu le mieux qu'on peut faire pour mesurer ces chaînes de valeur, on travaille à des niveaux sectoriels et donc on a l'impression que c'est tout le secteur, par exemple automobile, qui a un niveau de dépendance très important à des inputs étrangers. Quand on regarde au niveau plus fin, quand on zoome à l'intérieur de ces secteurs, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a énormément d'hétérogénéité et la plupart des entreprises n'ont aucune participation directe à des chaînes de valeur internationales. La plupart des entreprises en France produisent sur le marché français uniquement avec de la valeur ajoutée, avec des inputs français et n'exportent pas du tout. Donc ça, c'est ce qui est représenté ici sur ce graphique. C'est cette hétérogénéité dans la participation des entreprises aux chaînes de valeur que j'ai mesurée ici d'une manière très imparfaite en regardant simplement quelle est la part des inputs, des intrants de la consommation intermédiaire d'une entreprise qui est achetée à l'étranger, qui est importée depuis le reste du monde. Quand on fait cette mesure ici que j'ai appelée la part des inputs étrangers dans la consommation intermédiaire, ce qu'on voit, c'est que pour la plupart des entreprises, la grande majorité des entreprises françaises achètent tous ces intrants sur le marché domestique, n'a pas du tout d'activité d'importation. Et c'est ce qu'on voit ici sur la courbe en rouge. En gros, il y a 85% des entreprises françaises qui n'ont pas du tout d'activité d'importation et donc qui achètent toute leur consommation intermédiaire domestique. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elles achètent des consommations intermédiaires qui sont complètement produites avec de la valeur ajoutée française. Il se peut qu'elles achètent des produits qui eux-mêmes ont été produits avec de la valeur ajoutée étrangère. Mais ce que ça veut dire, c'est que ces 85% d'entreprises n'ont pas du tout directement d'activité internationale. Et il y a donc en gros 15% des entreprises françaises qui vont avoir une activité à l'international, qui vont importer une partie de leur consommation intermédiaire.
Et donc ça, c'est une distribution cumulée. Donc une fois qu'on part de ces 15%, on voit que 15% des entreprises importent un petit peu, mais la plupart importent très peu et donc finalement ont une part des intrants étrangers dans leur consommation intermédiaire qui est faible, autour de 10%. Il faut vraiment aller dans une toute petite proportion de firmes pour voir des entreprises qui importent énormément de leurs inputs et c'est ce qu'on a sur ce graphique. La deuxième courbe sur le graphique, la courbe en bleu, c'est la même chose, mais en pondérant les entreprises par leur taille dans la valeur ajoutée. Donc, ce que ça dit, c'est que quand on cumule la valeur ajoutée des 15% d'entreprises françaises qui importent une partie de leurs inputs, on arrive à peu près 40%, de la... oui, 40... non, je me suis trompée là. 60% de la valeur ajoutée, pardon. Donc, les 85% d'entreprises françaises qui n'importent pas représentent à peu près 40% de la valeur ajoutée agrégée. Et donc, les 15% d'entreprises qui importent, elles produisent au final 60% de la valeur ajoutée cumulée de toutes ces entreprises. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les entreprises qui importent, qui participent directement au marché étranger et donc à ces chaînes de valeur internationales, c'est des entreprises qui sont beaucoup plus grosses que la moyenne. C'est vraiment le haut de la distribution des entreprises françaises. Donc ça, c'est important parce qu'évidemment, ces entreprises sont d'une taille tellement importante que finalement, leurs décisions ont un impact sur toute l'activité française, sur la croissance et sur l'emploi agrégé. Donc tout ça, c'est un peu ce qu'on sait de ces chaînes de valeur internationales. Et finalement, on ne sait pas grand-chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de très bonnes statistiques sur ces chaînes de valeur internationales. La deuxième chose qu'on sait, qu'on a étudié, et moi j'étudie beaucoup dans mes travaux, c'est la conséquence de ces organisations productives, notamment en termes de transmission internationale des chocs. Donc en particulier, ce qu'on sait, ce qui a été montré, c'est que ces modes de production fragmentés, c'est des modes de production qui sont extrêmement efficaces puisqu'ils permettent de vraiment optimiser les coûts. Les entreprises peuvent vraiment choisir où localiser chaque étape de production de façon à avoir le fournisseur le plus compétitif sur cette étape de production. Donc, c'est une source d'efficacité très importante, mais c'est aussi une source de fragilité parce que ce sont des modes de production qui sont très peu résilients au choc. Et l'intuition, elle est assez simple, c'est qu'à partir du moment où on produit dans des espèces de réseaux où toutes les entreprises participent à la production d'un bien commun, pour que l'organisation marche bien, il faut que toutes les étapes marchent bien. Et donc, toutes les entreprises sont interdépendantes les unes des autres. Pour produire l'avion, il faut que à la fois les ailes et le moteur soient produits au bon moment. Et ça implique une forte vulnérabilité de l'ensemble de la chaîne aux chocs qui peuvent affecter une ou deux entreprises dans la chaîne. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez bien connu théoriquement, qu'on analyse dans des modèles de graphes en étudiant les chaînes de valeur comme des réseaux d'entreprises dans lesquels les chocs vont se propager d'un point du réseau à l'autre. Ce qu'on sait aussi, c'est que cette propagation, cette fragilité au choc, la propagation des chocs dans les chaînes de valeur, elle est amplifiée par les caractéristiques de ces chaînes de valeur qui sont donc la concentration, ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait que ces chaînes de valeur, elles sont organisées autour de très peu d'entreprises et très souvent, il y a une seule entreprise à chaque point du processus productif. C'est-à-dire que dans l'exemple du Boeing, il va y avoir une seule entreprise qui produit les ailes, une seule qui produit le moteur, etc. Ce qui veut dire que quand une de ces entreprises va mal, quand l'entreprise qui fait des ailes n'arrive pas à produire parce qu'il se passe un événement sur cette usine en particulier, on ne peut pas reporter la demande sur une autre entreprise, on ne peut pas augmenter la production d'un fournisseur alternatif et donc toute la chaîne est bloquée dès lors qu'un seul point de la chaîne est bloqué.
Donc ça, cette concentration, c'est une source de vulnérabilité. Cette concentration, elle tient au fait que dans ces chaînes de valeur, il y a beaucoup d'investissements dits spécifiques, c'est-à-dire que pour développer la chaîne, chaque entreprise va faire des investissements pour adapter son processus productif à cette chaîne en particulier. Dans l'automobile, on va créer des moules qui sont spécifiques à la pièce qu'on va produire pour telle marque et tel modèle. Et donc, ces investissements spécifiques, ils font qu'on ne peut pas se reporter, c'est quasi impossible si le producteur de pare-chocs ne peut pas produire suffisamment. C'est impossible de demander à une autre entreprise de produire les pare-chocs à la place. Donc, de nouveau, ça veut dire que toute la chaîne va être gelée, va être empêchée de produire dès lors qu'une seule partie à la chaîne a des difficultés de production. Et la dernière source de vulnérabilité, elle tient au fait que c'est des modes de production où on produit beaucoup à flux tendu, avec très peu de stock, ce qui fait que les ralentissements de productivité vont se propager immédiatement. Dès qu'un équipementier ralentit la cadence, il y a moins de pare-chocs qui partent à l'usine d'assemblage et donc très rapidement, l'usine d'assemblage va arrêter de produire en attendant de recevoir les pare-chocs. Donc, tous ces facteurs-là, c'est des facteurs qui ont permis vraiment d'optimiser la compétitivité dans ces chaînes de valeur. Ça a été des sources et c'est des sources de gains de coûts très importants. Mais ça fait aussi, encore une fois, que c'est des modes de production qui sont très peu résilients. J'en arrive finalement à la question qui était celle un peu de départ, c'est celle de la conséquence de ces modes d'organisation dans un cadre de crise et notamment dans le cadre de la crise à laquelle on fait face en ce moment. Donc, comme je l'ai dit, cette fragilité des chaînes de production, elle a été beaucoup étudiée théoriquement. On sait et on comprend bien pourquoi c'est des modes de production qui sont à la fois très efficaces et très fragiles. Et on a aussi, dans les années récentes, beaucoup étudié ces questions-là empiriquement. Et donc là, il y a deux manières de faire. La manière qui est la plus propre, c'est de faire ce qu'on appelle utiliser des expériences naturelles. C'est-à-dire, on utilise le fait qu'il survient un choc dans une partie du monde ou dans un point d'une chaîne de valeur et on étudie empiriquement, donc économétriquement, statistiquement, comment le choc se diffuse à toute la chaîne de valeur. Donc, un exemple d'expérience naturelle pour lesquelles j'ai reproduit un graphique ici, c'est ce qui s'est passé en 2011 au Japon, donc quand il y a eu le tsunami et le tremblement de terre à Fukushima. On a eu donc un choc exogène au sens où voilà, quelque chose qui survient de manière exogène. Et ce choc a directement affecté un nombre finalement assez petit d'entreprises, puisque dans la zone du séisme, il y avait à peu près 5% des entreprises japonaises. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que ce choc, l'impact économique de ce choc sur la production des entreprises japonaises et en dehors du Japon est passé en partie par la diffusion du choc des entreprises qui étaient directement touchées par le tsunami vers les entreprises de leur réseau, c'est-à-dire leurs fournisseurs et leurs clients. Et en gros, encore une fois, c'est très simple à comprendre. On a eu quelques entreprises, 5% des entreprises japonaises qui, du jour au lendemain, ont été incapables de produire. Et donc, cette baisse de la production dans la zone de l'épicentre du séisme s'est diffusée très rapidement sur toutes les chaînes de production qui impliquaient des entreprises directement touchées par le séisme. Donc, il y a eu deux papiers qui ont été publiés sur ce sujet, un qui montre les effets de diffusion à l'intérieur du Japon et celui-ci pour lequel j'ai reproduit un graphe qui regarde l'impact de cette diffusion sur des filiales américaines d'entreprises multinationales japonaises. Et en comparant les entreprises qui sont indirectement touchées par le choc parce que c'est des filiales d'entreprises japonaises avec des entreprises similaires mais qui n'ont
pas de lien particulier avec le Japon, les auteurs ont montré que pour les entreprises qui étaient impliquées dans des chaînes de valeur avec des entreprises japonaises, on a observé immédiatement après le choc, donc au moment du tsunami et puis dans les 2 mois qui suivent, une baisse très importante de la production dans ces entreprises. Donc encore une fois, c'est des entreprises aux États-Unis qui ne sont pas touchées directement par le tsunami, mais qui vont avoir une baisse de production du fait des ruptures de chaînes de valeur en lien avec le tsunami. Donc ça, c'est une manière de montrer économétriquement comment ces chocs se diffusent de manière très importante. Encore une fois, en termes de magnitude, il y a une baisse de la production de moitié dans les 2 mois qui suivent le choc. Donc c'est un choc qui est très important pour les entreprises qui sont concernées et qui s'explique uniquement par la diffusion du choc dans les chaînes de valeur. Ça, c'est la manière idéale de mesurer ça. Dans le cadre de la crise du coronavirus, nous, on a regardé ça, évidemment pas dans les données, puisqu'on n'a pas encore de données, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la structure des chaînes de valeur pour essayer de dire quelque chose sur la manière dont le choc économique lié à la crise du coronavirus pouvait se diffuser dans des chaînes de valeur internationales. Donc, au début, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, bon, au tout début de la crise, en janvier, ce qui s'est passé, c'est que l'épidémie était finalement très localisée. Le point de départ, c'est vraiment une région chinoise. Et très rapidement, les autorités chinoises ont mis en place des confinements pour essayer de réduire la diffusion de l'épidémie. Et donc, ce que ça veut dire du point de vue économique, c'est qu'au tout début de la crise, on a eu un ralentissement de la productivité en Chine lié à ces mesures de confinement, dans un monde qui était encore complètement immunisé du virus, dans lequel le virus n'était pas du tout propagé. Et donc, on a essayé de calculer comment le ralentissement de la productivité en Chine pouvait affecter le PIB dans d'autres pays. Et donc, ça, c'est les résultats de simulation qu'on a fait. Donc, on suppose une baisse de productivité de 10% en Chine et on calcule quel est l'impact potentiel sur d'autres pays. Alors, évidemment, les effets sont assez forts plutôt en Asie, puisque c'est, encore une fois, les chaînes de valeur internationales, c'est quelque chose qui a une dimension régionale importante. Donc, les pays qui sont très intégrés avec la Chine, c'est Taïwan, la Corée, l'Indonésie, etc. Pour des pays comme la France, l'effet il est finalement assez faible parce qu'on n'importe pas tant d'input que ça de la Chine, mais il y a quand même un effet qui est significatif de l'ordre de moins 0,6% de PIB pour un choc qui affecte uniquement les entreprises chinoises. Donc ça, évidemment, c'est des résultats à prendre un peu avec, avec précaution, puisque c'est des simulations. Pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on a vu des évidences anecdotiques au tout début de la crise. Par exemple, il y a eu très rapidement des ruptures de chaînes de valeur dans le domaine de l'électronique, parce que dans la région qui était la plus touchée en Chine, il y avait le numéro 1 mondial de la fibre optique qui n'a pas pu produire pendant 15 jours, 3 semaines. Et donc, il y a eu des problèmes d'approvisionnement en fibre optique qui ont impacté la production d'autres produits électroniques enfin, de téléviseurs, etc. Évidemment, ça, c'est quelque chose qu'on a fait en mars dernier, avant le confinement. Après, une fois que le virus a finalement gagné l'économie mondiale, ce problème des chaînes de valeur est devenu un petit peu moins important. La raison enfin, les moins 0,6% de PIB qu'on avait simulés sont devenus très négligeables par rapport à la perte effective qu'on va avoir de PIB qui est liée au confinement en France. Mais on a continué à travailler un peu sur ce sujet. On a notamment essayé de regarder dans quelle mesure la fragmentation des processus productifs, qu'elle soit internationale ou nationale, c'est-à-dire même en France, on a des modes de production où on a beaucoup d'interdépendance entre les entreprises. Et donc ça, c'est un facteur qui a tendance à amplifier les effets de la crise, parce que ça veut dire que les secteurs, il y a certains secteurs de l'économie française qui se sont retrouvés avec des problèmes de demande, parce que le confinement a réduit la demande de biens de consommation finale. Mais ces problèmes de demande sur la consommation finale, très rapidement, ont conduit à des problèmes, à une diffusion dans les chaînes de valeur des entreprises qui n'étaient pas directement impactés par ces problèmes de demande, se sont retrouvés soit en rupture d'approvisionnement sur certains biens, soit en baisse de demande via leurs clients dans les chaînes de valeur.
Donc, je vais arrêter là pour laisser du temps sur les questions, mais ce qui est important, c'est enfin, en tout cas, ce qui me semble le message intéressant, à mon avis, ou en tout cas important dans ces discussions, c'est que, encore une fois, ces modes de production, que ça soit à l'échelle nationale ou internationale, c'est quelque chose qui s'est beaucoup amplifié. On produit beaucoup aujourd'hui avec du recours à l'externalisation. C'est des modes de production qui sont très efficaces, mais qui impliquent beaucoup d'interdépendance, qui rendent beaucoup plus difficiles les baisses de productivité, parce qu'elles se propagent, et puis ça rend aussi difficile toutes les questions de politique publique. Quelles sont les entreprises qu'on veut soutenir? C'est des entreprises qui ont beaucoup d'activités, mais aussi peut-être celles qui sont les plus centrales dans ces réseaux. Il y a des entreprises pour lesquelles c'est très important de maintenir de l'activité, parce que leur activité va avoir un impact sur une grosse partie de l'économie. Voilà, je vais peut-être arrêter là parce que je ne veux pas être trop longue et on peut peut-être passer aux questions. Oui, parfait. Merci Isabelle, c'était très intéressant. Alors, il y a effectivement déjà des questions dans le chat. Alors, il y a Pierre Fidélet qui demande « Quid du BTP ?» Alors, peut-être quand vous avez montré un slide avec secteur par secteur, il n'y avait peut-être pas le bâtiment, mais en tout cas, Pierre est intéressé par savoir, dans le contexte de votre analyse sur les chaînes de valeur, qu'en est-il du bâtiment des travaux publics? Il y a Joël Rosenberg qui vous demande « Est-ce que vous pourrez nous envoyer les slides ?» Voilà. Ensuite, il y a Marie-Louise Casademont qui demande est-ce qu'il y a une référence nationale qui fait la liste de tous les produits importés qui nous permettrait de comprendre notre dépendance à l'étranger? Donc, on voit qu'il n'y a pas que les importations, il y a aussi la partie de la valeur ajoutée en input importé. Mais déjà, est-ce qu'il y a une liste des produits importés? Et donc, encore deux questions. Voilà, et après, je vous laisserai répondre dans l'ordre que vous voulez. De quelle façon l'optimum économique en termes d'efficience de la valeur ajoutée résultant des chaînes de valeur mondiale pré-crise pourrait être déplacé pour intégrer les risques de propagation économique consécutifs à une crise de type pandémique? Donc voilà, est-ce que peut-être voilà, l'organisation des chaînes de valeur va être modifiée pour minimiser les risques? Alors voilà, les deux dernières questions qui sont en fait la même. Quelle préconisation tirer pour la France? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant compte tenu de votre analyse? Par exemple, est-ce qu'il faut, voilà, au plan de relance, aux relocalisations, qu'est-ce que votre analyse peut donner comme recommandation au pouvoir public dans leurs actions anti-crise? Voilà, Isabelle, c'est à vous. Alors, je vais essayer de ne pas oublier. Donc, au début, il y avait la question sur la construction. Donc, effectivement, je ne pense pas que je l'ai dans mes slides, mais j'ai déjà fait les graphes. La construction, c'est un dans les chaînes de valeur parce qu'à la fois, ça utilise beaucoup d'intrants et puis ça a un impact sur beaucoup de secteurs de l'économie. Après, c'est un secteur qui est… Enfin, la dépendance… Disons que la manière dont on mesure ces dépendances à partir des tables input-output, c'est pas… Enfin, il y a des problèmes de mesure aussi, donc notamment sur la construction, tout ce qui concerne le prix de l'immobilier, c'est toujours un peu des problèmes de mesure qui sont importants. Donc, bon, voilà, la construction, c'est un secteur qui est gros, qui est très central, donc a priori qui peut être un point très central dans ces réseaux de diffusion des chocs, mais je ne les ai pas directement sur mes slides. Est-ce qu'il y a des données sur quels sont les biens qu'on importe? Ça, c'est les données qui sont collectées par les douanes. Donc, il y a de l'information là-dessus. C'est ce qui sert à mesurer les statistiques de commerce extérieur. Le commerce, c'est vraiment un domaine où on a beaucoup de statistiques. Donc, on sait très exactement quels sont les biens exactement qu'on importe depuis différents pays. Donc, même à un niveau très, très fin, par exemple, là, j'ai eu beaucoup de questions sur la dépendance de la France sur des secteurs très particuliers. C'est assez facile de regarder quelles sont nos importations sur des biens très précis, comme les visières de protection qu'on utilise en médecine, les masques, les gants chirurgicaux, etc. C'est facile de voir dans les données combien on en importe et d'où on les importe. Et en fait, ça permet de voir, je pense que c'est des statistiques qui sont intéressantes, notamment pour voir plus que la dépendance de notre économie à des
C'est bon, vous entendez? Il n'y a pas trop parce que je suis à côté. Non. Ça va, ça va. Donc oui, il y a pas mal de données là-dessus, on le sait. Mais ce qu'on collecte et ce qu'on utilise beaucoup, c'est plutôt des données agrégées. Donc il y a finalement assez peu de travaux qui sont faits sur des données très désagrégées comme celles que j'utilise. Donc moi, j'utilise par exemple des données vraiment sur quelles sont les entreprises qui importent et d'où elles importent. Donc on sait très exactement voilà, qui sont les entreprises françaises qui importent depuis la Chine, la Malaisie, etc. Donc ça existe et c'est des données qu'on exploite beaucoup, qui sont exploitées à l'OCDE, qui sont exploitées dans plein d'instituts statistiques. Est-ce que les chaînes de valeur vont changer après la crise? Moi, je ne pense pas, parce que encore une fois, la vulnérabilité dont on parle, les fragilités, c'est aussi la contrepartie d'une optimisation des coûts. C'est des modes de fonctionnement qui sont très efficaces, donc qui permettent de produire avec une compétitivité élevée. Et ce n'est pas une question d'inconscience des entreprises. Les entreprises, je n'ai pas du tout l'impression que c'est un mode de fonctionnement qui serait complètement inconscient. C'est des décisions qui sont prises par des entreprises qui optimisent leur chaîne de valeur et ça a conduit à des gains de productivité, de compétitivité qui sont très importants. Et effectivement, quand on fait face à une crise, évidemment, on a un mode de fonctionnement qui est efficace mais fragile à des chocs. Quand le choc arrive, on peut se dire finalement, l'estimation des risques, elle n'était pas suffisante. D'abord, je ne pense pas qu'un autre mode de fonctionnement aurait nécessairement conduit à des baisses de PIB ou de production beaucoup plus faibles parce que là, on est dans un cas où il y a eu un choc généralisé. Donc, finalement, les problèmes de fragilité, ils sont importants quand on a des chocs sur une partie de la chaîne de valeur, mais quand toute l'économie mondiale finalement s'écroule à cause d'une pandémie, il n'y a pas grand-chose à faire pour optimiser, pour réduire les effets de la crise. Là, il y a des effets d'amplification parce que quand il y a un confinement dans un pays, ça a un impact sur toute la chaîne de valeur. Donc, ça rend beaucoup plus compliqué la reprise quand on a des confinements qui ne sont pas synchronisés selon les pays. Mais au premier ordre, la raison pour laquelle on a une baisse de production dans l'ensemble du monde, c'est que tous les pays ont été affectés par la pandémie et donc il y a eu des baisses de productivité partout. Et puis le deuxième point, c'est que là, on va avoir des entreprises qui vont sortir de la crise avec une santé financière assez détériorée. Et donc, on ne peut pas s'attendre à ce que la première chose qu'elles fassent, ce soit des investissements pour essayer de réduire leur vulnérabilité, la vulnérabilité de leur chaîne de valeur. Elles ont des chaînes de valeur qui résultent d'investissements qui ont été faits dans le passé. Et la première chose qu'elles vont faire, c'est se remettre à produire pour essayer de faire du chiffre et d'améliorer leur santé financière. Donc, moi, je ne pense pas qu'il va y avoir un effet à très court terme sur une modification de ces chaînes de valeur à très court terme. Après, sur le long terme, je pense que c'est des questions un peu qui peuvent être intéressantes du point de vue politique. Est-ce que on veut réfléchir à la vulnérabilité de nos chaînes de valeur? Je pense que la réponse est oui, et je pense qu'il y a beaucoup d'institutions et d'organismes publics qui se mettent à penser à ces questions-là. Le problème, c'est qu'on a des énormes problèmes de mesure. On mesure très mal toutes ces chaînes de valeur. On les mesure un petit peu maintenant au niveau sectoriel, mais encore très peu au niveau individuel. Et ce qui est vraiment important, à mon avis, pour comprendre ces vulnérabilités, c'est de voir qui sont les entreprises qui sont très centrales, quelles sont les zones de vulnérabilité pour éventuellement réfléchir à investir dans de la politique industrielle ciblée pour essayer d'offrir des producteurs alternatifs sur certains biens pour lesquels on aurait des dépendances très fortes. Mais ça nécessite d'être capable d'identifier de manière très précise ces zones de vulnérabilité. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Alors, il y avait peut-être une dernière question, les préconisations pour la France. Est-ce que peut-être en termes de politique publique En termes de politique publique, je pense que là où ces modèles ou ces réflexions sont les plus intéressantes, c'est beaucoup sur comment cibler les aides, par exemple. Donc là, on a la première réflexe au moment du confinement, ça a été de faire des systèmes d'aide aux entreprises qui sont très généreux, soutien, chômage partiel, prêt garanti, sans aucune conditionnalité, sans ciblage. Donc ça, c'est ce qui a été décidé en mars, mais on sait bien que
ce sont des politiques qui sont extrêmement coûteuses. Donc, très rapidement, il va falloir décider un peu qui on veut soutenir. Et donc là, pour ces questions de chaîne de valeur, je pense que ça peut fournir des indicateurs de ciblage des politiques publiques. Il y a finalement dans ces modes de production des entreprises qui sont plus importantes que leur poids dans le PIB parce que c'est des entreprises dont l'activité diffuse beaucoup aussi au reste des chaînes de valeur. De fait, on a toujours un petit peu en sous-jacent cette idée, quand on regarde ce qui est fait en pratique, quand on est de Renault, on a en tête que ça va aider la filière automobile, donc que les aides vont profiter au-delà de Renault. Pareil avec Airbus, hein, la raison pour laquelle Airbus c'est une source d'inquiétude, c'est que Airbus, ce n'est pas simplement l'entreprise, mais toute la région finalement du sud-ouest qui est intriquée et qui est dépendante des chaînes de valeur de Airbus. Donc ça, c'est déjà un petit peu le cas, mais c'est vrai que je pense qu'on pourrait le faire de manière plus systématique, réfléchir un peu plus systématiquement à comment cibler des entreprises qui sont très centrales et dont l'activité va être très déterminante pour le reste du réseau. Quels sont les secteurs qu'on veut relancer en premier, par exemple, dans une perspective de déconfinement. Bon, ça n'a pas été fait, mais ça aurait pu être une question intéressante. Et si on doit reconfiner, est-ce qu'il y a des secteurs qu'il faut absolument maintenir? Quand on déconfine en Europe, par exemple, comment est-ce qu'on peut réfléchir au problème des chaînes de valeur en Europe si demain on se retrouve dans des cycles où on va faire du confinement, déconfinement, etc., pour toutes les entreprises qui sont imbriquées dans des chaînes de valeur à l'échelle européenne, ça va être très compliqué de gérer éventuellement des déconfinements, des confinements qui ne seraient pas synchronisés entre les pays. Donc, je pense que là, il y a quand même une réflexion à avoir sur la manière dont on produit, en tout cas dans le secteur industriel, quand on dépend beaucoup des autres entreprises qui elles-mêmes peuvent faire face à des contraintes liées à la gestion de l'épidémie. Donc ça, c'est un peu, voilà, la gestion de la crise, à mon avis, peut beaucoup plus tenir compte de ces effets de diffusion. Après, sur le long terme, est-ce qu'on veut faire de la politique publique pour réduire, diversifier ces chaînes de valeur? Ça paraît un peu naturel parce qu'effectivement, il y a une zone de fragilité qui est liée à ce qu'on appelle des problèmes d'externalité. Les entreprises choisissent leur chaîne de valeur sans tenir compte du fait que finalement, quand elles ont une chaîne de valeur qui est très peu diversifiée, ça fait courir un risque à toute l'économie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une externalité. Ça amène à ça peut justifier des interventions publiques. Le problème, c'est que c'est vraiment pas très clair quelle intervention publique on veut parce qu'on ne va pas obliger Renault à avoir 2 fournisseurs pour chaque composant de la voiture. Ça coûterait, ça induirait des pertes de compétitivité très importantes. Donc après, je pense que si on veut réfléchir à ces questions-là du point de vue de la politique économique, il faut commencer à se poser la question de quelles sont les zones de vulnérabilité. Encore une fois, sur quel bien est-ce qu'on est vraiment dans une vulnérabilité très importante? Quand on regarde, par exemple, dans le secteur pharmaceutique, médical, où on a beaucoup regardé parce qu'il y a eu des problèmes d'approvisionnement, c'est vrai que sur tout ce qui est pharmaceutique, on a des niveaux de concentration de l'offre qui sont très, très importants. Il y a énormément de molécules qui entrent dans la composition des médicaments qui sont produites quasi exclusivement par un seul pays dans le monde, que ce soit la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni. Donc ça, c'est des sources de vulnérabilité qui peuvent être importantes et intéressantes à regarder du point de vue de politique économique, parce que c'est vrai que quand on fait tout le paracétamol en Chine, ça veut dire que si jamais il y a un problème sur cette usine ou ces 2 usines qui produisent du paracétamol en Chine, c'est l'offre mondiale qui est finalement pénalisée. Donc, merci Isabelle. Donc, je vais vous poser les dernières questions et juste après, vous pourrez conclure. Il y en a un certain nombre, donc je vous laisserai organiser les réponses comme vous voulez. Donc, à l'internaute qui vous demande, avez-vous, dans votre structure de données, accès aux extrants CO2 et gaz à effet de serre? Raoul de Saint-Venant, alors Raoul, c'est un patron de PME qui demande, concluez-vous qu'il ne faut aider que les entreprises les plus rentables, car a priori centrales? Et il dit aussi, comme deuxième remarque, si on concentre l'économie sur que les entreprises les plus performantes, est-ce que ça la rend en fait plus fragile en fait, parce qu'un tissu d'entreprise, ça peut-être que c'est mieux si elle est diverse. Marie-Louise Casademonte qui demande, à la suite de sa question sur quels sont les produits importés en France,
A-t-on une référence pour les sources? Alors moi, je sais qu'il y a UN comme trade, il y a les douanes françaises, mais peut-être vous pourrez aussi compléter. Donc Joël Rosenberg qui vous demande quelle est l'incidence fiscale sur les chaînes de valeur. Donc, étant donné que la France est un pays quand même avec un taux de prélèvement obligatoire élevé, quel serait l'impact d'une hausse de l'IS, d'un retour de l'ISF, d'une hausse de la TVA? Dernière question, chez le donneur d'ordre, la recherche permanente d'efficience dans le choix des fournisseurs clés devrait intégrer dans le cahier des charges de nouveaux critères pour intégrer et discriminer les risques nouveaux. Voilà. Donc, je vous laisse répondre sur toutes ces questions et conclure. Alors, sur les sources, ouais, comme Trade, je pense que c'est le mieux parce que c'est disponible gratuitement. Donc, voilà, ça, c'est des très bonnes données. Le CO2, il n'y a pas. Enfin, moi, je ne connais pas très bien. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a exactement. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de réglementation environnementale. Ce qui est fait pour l'instant, c'est de calculer le contenu en CO2 de différentes industries. Et après, de regarder quels sont les biens produits par ces industries qu'on importe ou qu'on produit domestiquement. Donc, voilà, il y a beaucoup de travaux sur ces questions-là, le commerce, comment ça participe aux problèmes environnementaux. Mais c'est basé sur des données, de nouveau, qui sont assez imparfaites parce qu'on a très peu d'informations sur les émissions au niveau entreprise. Je pense qu'il y a des données qui existent parce qu'on a des permis à polluer en Europe, donc il doit y avoir des données sources, mais j'ai jamais vu beaucoup de choses j'ai jamais vu de très bons travaux sur ces questions-là. La question qui on veut aider, les PME, les grosses entreprises, ça c'est vraiment une question qui est super compliquée parce qu'effectivement, si on regarde du point de vue pur du réseau, ce qu'on voudrait, c'est aider les entreprises qui sont centrales et c'est souvent des très grosses entreprises qui vont travailler avec beaucoup de PME. Donc, d'une certaine manière, on dit on va aider Airbus pour aider les PME. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on peut tirer de ce genre de travaux. En même temps, il y a vraiment toujours les problèmes de concurrence qui sont très importants là-dedans. C'est que ces modes de production, c'est aussi des modes de production où comme on a des relations exclusives entre le client et son fournisseur, il y a aussi des problèmes de position, enfin des problèmes concurrentiels. Hein. L'entreprise centrale va aussi pouvoir imposer des termes à ses clients ou à ses fournisseurs qui peuvent être non compétitifs, des marges très élevées, des clauses qui sont limites en termes de droit de la concurrence. Dans le secteur automobile, on sait par exemple tout ce qui est retard sur les livraisons, c'est des clauses contractuelles qui sont très limite. Donc, on a ce problème un peu qui est que avoir des très grosses entreprises et aider les très grosses entreprises à profiter à leur écosystème. Mais en même temps, il faut aussi renforcer la concurrence. Et donc, quand on aide une grosse entreprise, avoir de la conditionnalité sur comment ça va se diffuser aux donneurs, aux fournisseurs, c'est très important parce qu'il ne suffit pas de renforcer la position finalement des très grosses entreprises, quoi. Donc, bon. Je ne réponds pas trop parce que c'est une question qui est très compliquée et dans le design des politiques économiques, je pense qu'on n'est vraiment pas arrivé à des consensus sur ces questions-là. Alors, il y avait des questions. L'incidence, ouais, les questions d'incidence, c'est super important. C'est vraiment pas trop mon domaine, mais voilà, ce qu'on sait, c'est que on est dans des chaînes de valeur, je l'ai dit, qui sont très organisées en Europe. Le problème, c'est qu'en Europe, on n'a pas d'harmonisation fiscale, on a des paradis fiscaux. Donc, c'est quand même un peu compliqué de travailler dans un système où on a une très forte intégration économique et des pays qui font vraiment le jeu du dumping fiscal. Donc, ça, on le sait un petit peu, hein, les données, on voit bien que les entreprises qui font de l'optimisation fiscale, c'est ces grosses entreprises, c'est des multinationales qui peuvent se permettre d'avoir une filiale en Hollande, au Luxembourg ou en Irlande et qui vont utiliser ça pour faire du report de profit d'un pays à l'autre pour optimiser, pour réduire leur taux effectif d'imposition. Donc ça, c'est un énorme problème qui nécessite une coordination européenne et enfin, je pense que là, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut absolument avancer sur ces questions-là parce que c'est une source d'inefficience très importante. Les assiettes fiscales se réduisent dans les pays qui ont besoin d'avoir de ressources fiscales et en même temps, c'est inefficace au sens où à la fin, si tout le monde diminue ses taux d'imposition, ça ne change rien à l'attractivité. Donc,
Voilà, je pense que là, il y a vraiment beaucoup de travail à faire en Europe sur ces questions-là. Après, quand on regarde un peu sur les facteurs d'attractivité des pays, ce qu'on voit, c'est que, évidemment, sur tout ce qui concerne les sièges sociaux, pour les très grosses entreprises, les paradis fiscaux ont une prime. Hein, on voit un impact de ces paradis fiscaux sur la localisation de certaines filiales d'entreprises. Après, quand on regarde la localisation des entreprises qui font de l'investissement productif, les aspects fiscaux ne sont pas très importants en termes relatifs. C'est-à-dire qu'effectivement, les entreprises préfèrent se localiser marginalement là où les impôts sont plus faibles, mais il y a plein d'autres déterminants qui sont, à mon avis, qui semblent être très déterminants, très importants aussi dans les choix de localisation. Et donc, je ne pense pas qu'il faille trop jouer la carte du dumping fiscal, parce que finalement, ce qui va attirer des investisseurs, ce n'est pas que les impôts, c'est aussi la qualité des infrastructures, l'accessibilité à de la main-d'œuvre formée, des ingénieurs. Donc, bon, voilà, c'est un peu, on espère en tout cas que les aspects fiscaux ne jouent pas trop, mais voilà. Sur quoi je n'ai pas répondu? Alors, c'était peut-être, il y avait une question aussi sur peut-être les donneurs d'ordre qui pourraient revoir leur grille d'analyse pour leur cahier des charges, notamment pour j'imagine, trouver les fournisseurs qui seraient moins vulnérables aux ruptures de chaîne de valeur. Ouais, je pense que c'est des réflexions qui existent sans doute dans les entreprises. Encore une fois, je pense pas qu'il va y avoir, je pense pas qu'on doit s'attendre à quoi que ce soit dans le très court terme, parce que c'est des questions de long terme, de stratégie de long terme. Et le problème, c'est que la vulnérabilité, elle tient pas simplement. Il suffit pas de dire, avoir un fournisseur chinois, c'est une source de vulnérabilité. La vraie source de vulnérabilité, je pense, c'est d'avoir un seul fournisseur. Et le problème, c'est que d'en avoir deux, c'est beaucoup plus coûteux. Donc, voilà, je ne suis pas sûre qu'on doive s'attendre à beaucoup de modifications dans le court terme. La gestion des risques, c'est quelque chose qui est fait, je veux dire, c'est pas comme si c'était quelque chose qui est négligé par les entreprises. Hein. Je pense qu'elles ont des analyses du risque qui tiennent compte de ça. Je pense que peut-être s'il y a quelque chose à faire, c'est que les entreprises n'ont pas forcément la capacité d'avoir la vision de leur vulnérabilité ultime. Encore une fois, ce qu'une entreprise connaît, c'est qui sont ses fournisseurs, qui sont ses clients. Elle ne sait pas qui sont les fournisseurs de ses fournisseurs. Et à la fin du fin, comme on a cette structure de réseau, finalement, on peut on peut juger, avoir un niveau de risque qui est raisonnable et en fait dépendre au final d'une seule entreprise sans le savoir, parce que ça arrive au niveau N+1, N+2, N+3. Quoi. Donc, je pense que pour ces choses-là, ce qui serait intéressant, c'est encore une fois d'avoir plus de données au niveau individuel. Et moi, je pense que c'est possible parce qu'il y a des données statistiques qui peuvent être mobilisées là-dessus. Et on pourrait très bien imaginer faire un peu des sortes de stress tests pour les entreprises dans les chaînes de valeur, exactement comme on a fait pour les banques après la crise de 2009. Essayer de mesurer ce risque de manière un peu plus scientifique à partir de données qui seraient collectées en Europe, parce qu'encore une fois, l'Europe, c'est vraiment le niveau de nos chaînes de valeur, et essayer de mesurer ce risque, parce que c'est vrai que les entreprises n'ont pas forcément suffisamment d'informations pour calculer leur niveau de risque effectif une fois qu'on tient compte de toutes les étapes de la production. Merci beaucoup Isabelle. Vous avez répondu à toutes les questions, je pense. Donc, on est très heureux de vous avoir entendu aujourd'hui. Voilà, donc c'est le dernier webinaire de notre série sur les effets de la crise du Covid. Donc, hier, je présentais des idées pour un groupe de travail pour des mesures d'un plan de relance. Donc, peut-être sur les parties qui concernent les chaînes de valeur, en fait, nous vous enverrons, Isabelle, nos idées, si vous avez le temps de regarder. Voilà. Et puis, voilà, puis je vais envoyer bientôt les modalités pour les travaux du groupe de travail qu'on lance en ce moment. Voilà, je vous remercie tous, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, et puis merci encore à Isabelle Méjean pour son intervention. Merci, au revoir. Au revoir.